Le bruit des verres en cristal, trinquant à la nouvelle promotion de mon cousin, commençait à s'estomper lorsqu'un sifflement monta de ma gorge comme une bouilloire cassée. Je m'appelle Joe Miller, je suis spécialiste en restauration de livres anciens, quelqu'un qui est bien plus habitué à la poussière de papier et au silence qu'aux fêtes luxueuses comme celle-ci. Je me sentais complètement déplacé dans cette salle remplie de costumes de marque et de sourires calculés. Mon cousin Trevor se tenait sur la petite scène de la salle VIP, ses dents parfaitement blanches brillant sous l'éclairage ambré. Il se pencha vers le micro avec ce sourire de relations publiques qui ne rejoignait jamais ses yeux. « C'est reparti », dit-il, la voix dégoulinante d'épuisement théâtral. « Joe, ne fais pas une scène. Ce n'est que de la soupe aux champignons. Il n'y a pas de crabe. Ou tu veux gâcher ma fête de promotion ?» Une vague de rire gêné parcourut la salle. Trevor pensait avoir marqué des points avec son humour caustique, se mettant en valeur devant la foule comme il le faisait toujours. Il savourait leur attention, leur approbation. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'homme assis juste en face de moi le perde de vue. Magnus Thorn, président du groupe et la personne même qui avait signé sa décision de promotion, fixait mon bol de soupe avec une expression d'horreur absolue. Parce que la fille de Magnus Thorn souffre également d'une allergie mortelle aux fruits de mer. Il en sait suffisamment sur l'anaphylaxie. Il sait ce qui se passe lorsque les voies respiratoires d'une personne commencent à se fermer. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Magnus était déjà en mouvement. Il sortait un épipène de la poche intérieure de son costume à 5 000 $ et courait vers moi à une vitesse qui semblait impossible pour un homme de 58 ans. Mais revenons en arrière. Pour comprendre pourquoi je me trouvais dans cette situation de quasi-mort, je dois raconter ce qui s'est passé au début de cette soirée. Ce devait être un dîner intime pour fêter la promotion de Trevor dans la salle VIP de l'Étoile, un restaurant 3 étoiles Michelin où les réservations nécessitaient 3 mois d'attente et une carte de crédit sans limite. La salle était baignée d'une faible lumière dorée qui donnait l'impression que tout sortait d'un magazine de luxe. Les lustres ruisselaient de cristaux. Les murs étaient recouverts de panneaux de bois sombre. L'atmosphère empestait l'argent ancien et l'ambition nouvelle. J'ai 26 ans. Malgré mon âge, je suis déjà connu comme conservateur de livres anciens. Certaines personnes dans les milieux universitaires m'appellent le chirurgien de l'histoire en raison de mon sang-froid, de ma logique implacable et de ma compréhension approfondie de la chimie impliquée dans la conservation. Je travaille avec des matériaux centenaires, que je traite avec le genre de précision que la plupart des gens réservent au désamorçage de bombes. Mes mains ont sauvé des manuscrits qui ont survécu à des guerres, des inondations et des incendies. Mon travail exige de la patience, du silence et du respect pour la fragilité des belles choses. Mon cousin Trevor, quant à lui, a 29 ans et vient d'être promu directeur des relations publiques chez Thorn Global, l'une des plus grandes multinationales du pays. Il a une apparence glamour, vêtements de marque, coiffure parfaite et sourire qu'il peut allumer et éteindre à volonté. Alors que je suis calme et prudent, il est bruyant et imprudent. Alors que je préserve, il détruit. La tension qui a conduit à mon empoisonnement, oui, empoisonnement, appelons un chat, a commencé avant la fête. Trevor était dans le hall du restaurant en début de soirée, lorsque Magnus Thorn est arrivé. Il a essayé de l'intercepter, de le tirer à l'écart et de lui montrer un rapport médiatique qu'il avait préparé sur la dernière acquisition de Thorn Global. Il voulait attirer son attention. Il voulait ses compliments. Au lieu de cela, Magnus m'a vu près du vestiaire et son visage s'est illuminé d'un intérêt sincère. Il a ignoré Trevor et a passé 20 minutes à discuter avec moi du processus de désacidification du papier ancien. Il m'a posé des questions détaillées sur l'équilibre du pH, les traitements d'alcalinisation, la différence entre les fibres de papier européennes et asiatiques. Il était fasciné. Il m'a parlé d'une collection de lettres du XVIIIe siècle que son entreprise venait d'acquérir et m'a demandé si je serais disposé à lui fournir des conseils en matière de conservation. J'ai observé le visage de Trevor pendant toute la conversation. J'ai vu sa mâchoire se crisper. J'ai vu ses doigts se crisper en points le long de son corps. J'ai vu la colère monter dans ses yeux. C'était censé être sa soirée. Son moment. Et j'étais là, le petit cousin avec le travail ennuyeux, volant l'attention de la personne la plus importante de la pièce. La jalousie de Trevor était folle et dangereuse. Il voulait m'humilier. Il voulait prouver à tout le monde que j'étais faible, ou pire, que je simulais mon allergie pour manipuler les autres, pour attirer l'attention, pour que tout tourne autour de moi. Il pensait qu'un peu d'essence de crabe ne tuerait personne. Il pensait que cela me ferait juste un peu démanger, peut-être provoquer quelques urticaires. Il voulait que je perde mon sang-froid devant Magnus, devant tout ce qui comptait. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette blague, presque fatale, s'est transformée en la leçon la plus dévastatrice que Trevor n'aurait jamais pu imaginer. Il a donc tendu son piège. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai pu reconstituer toute l'histoire grâce aux témoignages des témoins.
Trevor s'était excusé de table environ 30 minutes avant le service de la soupe. Il avait rencontré le chef Bastien dans la cuisine, un homme connu pour ses interprétations créatives de la cuisine française classique. « Chef Bastien », a-t-il dit en affichant son sourire mégawatt de relations publiques. « J'ai une demande spéciale. J'ai entendu tout le monde faire l'éloge de votre célèbre huile de graisse de crabe, celle que vous utilisez dans votre bouillabaisse exclusive. On dit qu'elle est incroyable. » Le chef Bastien acquiesça, satisfait. Son huile de graisse de crabe était en effet très réputée parmi les critiques gastronomiques. Elle était obtenue par la cuisson lente des œufs et de la graisse de crabe bleue, infusée d'aromates jusqu'à obtenir un liquide doré, ambré, riche et intensément savoureux. Je me demandais, poursuivit Trevor, si aujourd'hui, en ce jour important pour moi, je pourrais goûter quelque chose de spécial. Pourriez-vous ajouter juste une touche de cette huile de crabe à la soupe de truffe aux champignons? Je pense que la combinaison serait extraordinaire. Innovante. Inattendue. Le chef Bastien fut surpris par cette demande. Le crabe et la truffe n'étaient pas une combinaison traditionnelle, mais il était aussi un chef créatif, toujours prêt à expérimenter pour les clients qui montraient un intérêt sincère pour son métier. Il réfléchit un instant, l'umami de la graisse de crabe, le goût terreux de la truffe, la douceur des champignons. Ce n'était pas une mauvaise idée, en fait. Cela pourrait fonctionner. Pour vous, Monsieur Cole, en cette soirée spéciale, dit-il avec une petite révérence, je vais vous préparer un bol d'huile de crabe en guise d'amuse-bouche avant le plat principal, la soupe. Merci beaucoup, dit Trevor gentiment. Vous êtes un artiste. Ce que le chef Bastien ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'il y avait une conspiration derrière cette demande. Il n'avait aucune idée que Trevor avait un cousin souffrant d'une allergie mortelle aux fruits de mer. Il ne se doutait pas que le bol qu'il préparait avec tant de soin serait utilisé comme une arme. Trevor n'est pas seulement mon cousin, nous sommes pratiquement frères. Nous avons grandi dans la même rue à Portland, nos familles ont toujours été proches. Nos parents sont des jumeaux qui ont épousé des femmes qui étaient également les meilleures amies, donc notre enfance a été une fusion constante de vacances, de fêtes et de week-ends partagés. Mais Trevor a toujours été le préféré. Le plus beau, le plus charismatique, celui qui pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi avec son sourire éblouissant. Il avait 3 ans de plus que moi et utilisait cet avantage sans pitié. Quand nous étions enfants, il m'a convaincu de grimper sur le toit de la maison de nos grands-parents, en me promettant que ce serait amusant. Je suis tombé et je me suis cassé le poignet. Il a dit aux adultes que j'étais monté tout seul pour l'impressionner. Quand nous avions 12 et 15 ans, il m'a convaincu de mentir à mes parents au sujet de ses mauvaises notes, en disant qu'ils m'aimeraient plus si je l'aidais. Quand ils l'ont découvert, je suis le seul à avoir été puni pour avoir menti. Le schéma était toujours le même. Trevor créait le problème, je payais le prix, et il passait pour le cousin responsable qui essayait de me garder dans le droit chemin. Notre famille n'a jamais vu au-delà des apparences, car Trevor était un maître de la manipulation sociale. Il savait exactement comment paraître inquiet, comment sembler sincère, comment faire passer ses victimes pour le véritable problème. Mon allergie aux fruits de mer a commencé quand j'avais 8 ans. Une crevette mangée lors d'une fête d'anniversaire m'a envoyé à l'hôpital avec un choc anaphylactique si grave que j'ai failli mourir. À partir de ce jour, ma vie a complètement changé. J'avais toujours des épipens sur moi. Je vérifiais obsessionnellement les ingrédients. J'avais constamment peur de la contamination croisée. Trevor a été témoin de tout ce traumatisme. Il m'a vu convulser par terre, il a vu mes parents paniquer, il a passé des heures dans la salle d'attente de l'hôpital pendant que les médecins luttaient pour me stabiliser. Il savait exactement ce que signifiait cette allergie. Ce n'était pas une préférence alimentaire ou une sensibilité mineure. C'était une question de vie ou de mort. Mais Trevor a toujours remis cela en question, insinuant que j'exagérais pour attirer l'attention. « Joe dramatise toujours tout », disait-il en riant. Je parie que s'il essayait juste un peu, il verrait que ce n'est pas si grave. Pendant des années, il a fait des commentaires sur la façon dont j'y utilisais mon allergie pour être le centre d'attention, pour obtenir un traitement spécial, pour que les autres marchent sur des œufs autour de moi. Dans l'esprit déformé de Trevor, mon état de santé légitime était une stratégie manipulatrice pour voler la sympathie qui lui revenait de droit. Et maintenant, le soir de sa grande promotion, alors que Magnus Thorne avait passé 20 minutes à me parler au lieu de le saluer, Trevor a enfin vu l'occasion de prouver sa théorie. Il croyait sincèrement qu'un peu d'essence de crabe me ferait légèrement démanger, peut-être développer quelques urticaires, et que tout le monde verrait alors que j'avais exagéré toute ma vie. Dans l'esprit narcissique de Trevor, il n'essayait pas de me tuer. Il essayait de me démasquer. Lorsque la soupe est arrivée, elle était magnifique. Le serveur, un jeune homme prénommé Andy, a soigneusement déposé les bols sur la table.
Le mien était recouvert de magnifiques tourbillons d'huile brun rougeâtre qui capturaient la lumière des bougies et scintillaient comme du cuivre fondu. Trevor s'est penché vers moi, sa voix douce et fraternelle. J'ai demandé au chef Bastien d'ajouter un peu d'huile de piment fumé et d'extrait de champignons pignons dans la vôtre, a-t-il dit. Je sais que vous trouvez parfois les plats riches trop lourds, alors j'ai pensé que cela vous aiderait à manger. Le piment ajoute une chaleur agréable sans être trop lourd. J'aurais dû me méfier. Je suis quelqu'un de prudent par nature, c'est en partie ce qui me rend bon dans mon travail. Quand on travaille avec des matériaux vieux de 400 ans, on apprend à tout remettre en question, à tester chaque solution, à vérifier chaque procédure. Mais cette fois-ci, j'ai été négligent. L'enthousiasme de Trevor, le cadre luxueux, l'éclairage doré, tout cela a brouillé mes sens. Et la soupe elle-même était une tromperie parfaite. L'arôme intense des champignons truffés a envahi mes narines, terreux et envahissant. La couleur ambrée de l'huile de crabe ressemblait exactement à celle de l'huile de truffe. L'odeur des champignons masquait complètement la légère odeur de poisson que j'aurais pu détecter autrement. Je ne me suis absolument pas méfié. J'ai pris ma cuillère et j'ai pris une petite bouchée. Le goût était incroyable. Riche, savoureux, complexe. Pendant environ 5 secondes, j'ai pensé que Trevor avait vraiment fait quelque chose de gentil pour moi. Puis ma gorge a commencé à se fermer. La réaction a été immédiate et violente. Ma gorge s'est contractée comme si quelqu'un avait enroulé son poing autour de ma trachée et serrait de toutes ses forces. Mes lèvres ont commencé à picoter, puis à brûler, puis à enfler. Je sentais ma langue gonfler dans ma bouche, bloquant mes voies respiratoires. Ma peau s'est couverte d'urticaire, de marques rouges et irritantes qui se sont propagées sur mes bras et ma poitrine comme un feu sauvage. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne m'ont pas soutenu. La pièce s'est inclinée sur le côté. Je suis tombé de ma chaise, heurtant le tapis épais avec suffisamment de force pour me couper le souffle, ou le peu de souffle qu'il me restait. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais rien faire d'autre que me gratter la gorge et émettre ces horribles sifflements qui ne semblaient pas humains. Et pendant tout ce temps, j'entendais mon cousin rire. Pas un rire nerveux. Pas un rire du genre « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Un rire triomphant. « Vous avez vu ? Vous avez vu ?» a dit Trevor, sa voix résonnant dans la salle VIP. Il mange des champignons et fait semblant d'être allergique aux crabes. L'Oscar du meilleur acteur de cette année revient à Joe Miller. Certains invités ont ri, sans trop savoir pourquoi. D'autres semblaient mal à l'aise, ne sachant pas s'il s'agissait d'une blague familiale ou de quelque chose de plus sérieux. « Allez, Joe !» a continué Trevor en s'approchant de moi qui me tordait de douleur sur le sol. « Tu peux arrêter de jouer la comédie maintenant. Tu as attiré l'attention de tout le monde. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Que ma soirée spéciale soit entièrement consacrée à toi. » J'ai essayé de le regarder. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas une mise en scène. Que j'étais en train de mourir. Mais ma vision commençait à se brouiller. Des points noirs dansaient au bord de mon champ de vision. C'est comme ça que ça se termine, ai-je pensé. Tué par mon propre cousin lors d'un dîner. Pendant que tout le monde regarde et pense que c'est une blague. Mais Magnus Thorne était déjà là. Avant même que je ne tombe complètement au sol, il s'était agenouillé à mes côtés, l'épipène déjà dans la main. C'est alors que j'ai vu l'expression sur le visage de Trevor changer. Sa satisfaction suffisante a commencé à s'estomper. Son sourire a vacillé. Il a regardé Magnus agenouillé à mes côtés, l'épipène dans sa main, mes lèvres qui avaient doublé de volume. Il commençait à réaliser que sa blague était allée bien au-delà de ce qu'il avait prévu. Mais ce que Trevor ne savait pas, ce que personne n'aurait pu deviner à ce moment-là, c'est que cette expérience de mort imminente serait le catalyseur d'une transformation qui changerait nos vies à jamais. Car tandis qu'il regardait avec horreur Magnus me sauver, j'étais déjà en train de cataloguer mentalement chaque mot qui sortait de sa bouche, chaque réaction, chaque preuve dont j'aurais besoin pour m'assurer que ce serait la dernière fois que Trevor Miller ferait du mal à quelqu'un. La véritable vengeance ne faisait que commencer. « Écartez-vous » cria Magnus, sa voix tranchant les rires comme une lame. « Que quelqu'un appelle une ambulance. »« Tout de suite. »« Restez calme. » me dit-il, sa voix calme malgré le chaos. « Tout ira bien. Je vous tiens. » Il retira le capuchon de l'épipène et me le planta dans la cuisse, à travers mon pantalon. L'aiguille transperça le tissu et la peau, et je sentis l'adrénaline envahir mon système comme de l'eau glacée dans mes veines. L'effet ne fut pas immédiat, mais il était perceptible. La pression écrasante dans ma gorge s'est légèrement atténuée. Juste assez pour que je puisse prendre une fine inspiration sifflante. « Ambulance! Ambulance !» a crié Magnus à nouveau, regardant autour de lui le personnel stupéfait. « Appelez les secours immédiatement, et que quelqu'un m'apporte de l'oxygène s'il y en a. »
Le gérant du restaurant était déjà au téléphone, balbutiant l'adresse au répartiteur des urgences. Un serveur courut chercher la trousse de premier secours derrière le bar. Magnus me regarda, le visage sombre. « Restez avec moi, » dit-il. « L'ambulance arrive. Vous allez vous en sortir. » Alors que tout le monde paniquait, que l'atmosphère sombrait dans un chaos contrôlé, j'ai vu le visage de Trevor changer. Sa satisfaction présomptueuse s'est évanouie. Son sourire a vacillé. Il a regardé Magnus agenouillé à mes côtés, l'épipène dans sa main, mes lèvres gonflées 2 fois plus que la normale. Il commençait à réaliser que sa « blague » était allée bien au-delà de ce qu'il avait prévu. « Je n'ai pas pensé », balbutia-t-il en reculant d'un pas. Ma mère se précipita vers nous, le visage pâle. « Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Il fait un choc anaphylactique, » dit Magnus sèchement. « Quelqu'un a mis des fruits de mer dans son assiette. Ce n'est pas une blague ni une exagération. Sans cette épinéphrine, il serait mort en quelques minutes. » Mon père regarda le bol de soupe, puis Trevor. Je vis le moment où la compréhension apparut sur son visage. « Trevor, » dit-il lentement, « qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien, » répondit rapidement Trevor. « J'ai juste commandé une soupe aux champignons, il ne devait pas y avoir de crabe. » Mais avant qu'il ne puisse continuer à nier, Andy, le serveur, apparut à ses côtés. « Monsieur Trevor, » dit-il avec hésitation, « voulez-vous que je débarrasse la table ? Vous m'avez demandé de tout préparer pour le nettoyage après le repas. »« Pas maintenant, » répondit sèchement Trevor. C'est à ce moment-là que l'adrénaline m'a vraiment envahi. L'épinéphrine de l'épipène faisait son effet, forçant mon cœur à battre plus vite, ouvrant mes voies respiratoires, me redonnant une partie de ma force. Et avec cette force vint une clarté absolue. J'ai tendu la main et j'ai saisi le poignet de Magnus Thorn avec une force surprenante, mes doigts se refermant comme un étau autour de sa montre de luxe. Il m'a regardé, surpris. Je ne pouvais toujours pas parler. Ma gorge était encore trop enflée, mais je pouvais communiquer. J'ai pointé du doigt le bol de soupe avec ma main libre. Puis j'ai formé un poing et les serré, le signe universel pour garder ou préserver. Magnus a immédiatement compris. Il n'était peut-être pas policier ou avocat, mais c'était un milliardaire qui avait bâti un empire grâce à sa capacité à lire les situations et à agir de manière décisive. Il savait exactement ce que je voulais dire. « Que personne ne touche à cette soupe », a-t-il rugi, sa voix chargée de toute l'autorité dont il disposait. « Sécurité, isolez cette table. C'est une scène de crime. » Les agents de sécurité du restaurant, qui avaient hésité à la périphérie de la salle, sont immédiatement passés à l'action. Ils ont formé un cordon autour de la table, empêchant quiconque de s'en approcher. « Monsieur Thorn, » dit Trevor en forçant un sourire. « N'est-ce pas un peu dramatique ? Ce n'est qu'un malentendu. »« Rien ne sort de cette salle, » interrompit Magnus, sa voix aussi froide que la glace arctique. « Ni les assiettes, ni la soupe, ni une seule serviette. Tout reste exactement où il est jusqu'à l'arrivée des autorités. » Ma mère attrapa le bras de Trevor. « Dis-moi que tu n'as pas fait ça exprès, » murmura-t-elle avec insistance. « Dis-moi que c'était un accident. » Trevor ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Son visage était devenu blanc comme du papier. Allongé sur le sol, tenant toujours le poignet de Magnus, j'ai senti une sombre satisfaction m'envahir malgré la douleur, malgré la peur, malgré le fait que j'avais du mal à respirer. J'ai utilisé mes dernières réserves d'énergie pour préserver la preuve la plus importante. La soupe qui avait failli me tuer, la preuve de ce que mon cousin avait fait. Ce fut ma première petite victoire, avant que l'obscurité ne recommence à envahir mon champ de vision. La dernière chose dont je me souvienne avant l'arrivée des ambulanciers, c'est Magnus penché sur moi, sa main ferme sur mon épaule, me disant « Tu es un battant. Tant mieux. Tu en auras besoin. » Les ambulanciers m'ont soigné dans la salle VIP, tandis que Magnus donnait des ordres comme un général commandant ses troupes. Ils m'ont administré une autre dose d'épinéphrine, m'ont mis sous oxygène et ont vérifié mes signes vitaux. Ma tension artérielle était dangereusement basse. Ma saturation en oxygène était à 70, alors qu'elle aurait dû être à 90. « Nous devons le transporter immédiatement », a déclaré l'un des ambulanciers. « Il doit être mis en observation aux urgences. L'anaphylaxie peut avoir une réaction biphasique, il peut faire un nouveau malaise dans quelques heures. » Mais avant qu'il puisse m'emmener sur le brancard, Magnus s'est tourné vers Trevor. Son expression était sculptée dans la pierre. « Vous avez dit que c'était une soupe aux champignons normale ?» demanda-t-il d'une voix mortellement calme. Les mains de Trevor tremblaient. Il les joignit pour les cacher. « Oui, » dit-il, mais sa voix se brisa sur le mot. Bien sûr que c'était des champignons normaux. Ce gamin exagère toujours tout.
Il est probablement juste en train de faire une crise de panique. Une crise de panique ne bloque pas les voies respiratoires, dit Magnus sèchement. Une crise de panique ne nécessite pas d'épipène. Arrêtez de mentir. C'est alors que le chef Bastien fit irruption dans la salle VIP. Il était en cuisine quand Andy l'informa qu'il y avait une urgence médicale concernant la soupe. On lui avait dit qu'un invité était allergique aux fruits de mer. Ces mots le frappèrent comme un coup physique. « Monsieur Trevor », dit-il, le visage rouge d'angoisse et de confusion. Le serveur m'a raconté ce qui s'était passé. Mais je ne comprends pas. Vous avez vous-même demandé de l'huile de crabe. Vous m'avez demandé de l'ajouter à la soupe aux truffes. Vous avez dit que c'était votre demande spéciale. Un silence tendu a coupé le chaos qui régnait dans la salle de banquet. Tous les regards se sont tournés vers Trevor. Vous avez dit que vous aimeriez ça, a poursuivi le chef Bastien, sans se rendre compte qu'il signait l'arrêt de mort de Trevor à chaque mot. Vous avez dit que ce serait innovant et inattendu. J'ai pensé que vous voudriez essayer. Andy s'est alors avancé, le jeune serveur qui avait servi notre table toute la soirée. Étagème. Trevor m'a fait signe de placer ce bol spécifique devant Monsieur Joe, a-t-il ajouté doucement. Je m'en souviens parce que vous avez établi un contact visuel très clair avec moi et que vous avez pointé du doigt sa place. Silence. Silence complet et étouffant. Mon père était devenu livide. Ma mère a porté la main à sa bouche. Il regardait Trevor comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Car ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était même pas de la négligence. C'était un piège délibéré, soigneusement planifié et froidement exécuté. Trevor, a dit mon père d'une voix creuse. Dis-moi qu'il se trompe. Dis-moi que tu ne l'as pas fait exprès. Trevor regarda frénétiquement autour de lui, comme un animal pris au piège cherchant une issue. Je pensais juste. Je veux dire, il fait toujours tout un drame de son allergie. Je pensais que s'il en goûtait juste un peu, il se rendrait compte qu'il avait exagéré toutes ces années. Je pensais que ça le mettrait juste un peu mal à l'aise, peut-être quelques boutons. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu n'as jamais voulu presque tuer ton cousin ? Dit Magnus, d'une voix si aiguë qu'elle aurait pu couper du verre. C'est ça, ta défense ? C'était censé être inoffensif, dit Trevor d'une voix qui devenait aiguë, presque stridente. Il a toujours été tellement dramatique à propos de tout. Je voulais juste qu'il cesse d'être le centre d'attention pour une fois. C'est ma soirée, ma promotion, et il doit tout ramener à lui et à sa stupide allergie. Tais-toi, dit mon père. Je ne l'avais jamais entendu parler à Trevor de cette façon. Dans notre famille, Trevor avait toujours été l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Le ton sévère de mon père choqua tout le monde et les fit taire. Nous devons y aller, dit l'un des ambulanciers avec insistance. Son état peut se détériorer. Ils ont commencé à me conduire vers la porte. En passant devant ma famille, j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Ma mère pleurait, son maquillage parfait coulant sur ses joues. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Et Trevor avait l'air terrifié. Lorsque les portes de l'ambulance se sont fermées et que la sirène a retenti, quelque chose de fondamental a changé en moi. Trevor n'était pas seulement jaloux. Il était prêt à risquer ma vie, à vraiment la mettre en danger, juste pour satisfaire son ego, juste pour me punir d'oser être bon dans quelque chose, d'oser être intéressant pour quelqu'un qui comptait. J'ai senti un froid m'envahir, et cela n'avait rien à voir avec l'anaphylaxie. C'était le froid qui survient lorsque les liens émotionnels se rompent comme des élastiques trop tendus. C'était la glace qui se forme lorsque j'arrête enfin de me mentir à moi-même au sujet des personnes que j'aime. L'ambulancier a ajusté mon masque à oxygène. « Comment vous sentez-vous » m'a-t-il demandé gentiment. Je ne pouvais toujours pas parler. Ma gorge était encore trop enflée, mais j'ai levé la main et fait un geste qu'elle a interprété comme « ça va ». Mais ça n'allait pas. Pas physiquement, et certainement pas émotionnellement. Mais j'avais l'esprit clair. J'étais libre. Et j'allais maintenant montrer à Trevor ce qui se passe quand on pousse quelqu'un qui a passé toute sa vie à être contrôlé, à se taire. On n'obtient pas une explosion. On obtient quelque chose de bien pire. On obtient la précision. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. L'anaphylaxie avait causé plus de dommages que les médecins ne l'avaient initialement réalisé. Mes cordes vocales étaient enflammées et endommagées par le gonflement, rendant ma voix rauque et faible. Il me faudrait des semaines de thérapie vocale pour récupérer complètement. Les doses répétées d'épinéphrine avaient surchargé mon cœur, nécessitant une surveillance cardiaque. Et psychologiquement, j'étais dans un état pitoyable. Cauchemar de suffocation, crise de panique provoquée par l'odeur des champignons, terreur viscérale chaque fois que je devais manger quelque chose. Mais je ne me suis pas reposé. Je n'ai pas perdu un seul instant à m'apitoyer sur mon sort. Le 2e jour,
Toujours relié à des perfusions et à des moniteurs, j'ai reçu la visite de mon avocat, M. Davison. C'était un homme vif et agressif, la quarantaine, spécialisé dans les litiges civils et les affaires de dommages corporels. Je l'avais engagé 3 ans auparavant pour régler un litige contractuel, et il m'avait impressionné par son efficacité implacable. « Racontez-moi tout », m'a-t-il dit en sortant sa tablette pour prendre des notes. Je lui ai tout raconté. Chaque détail. Chaque instant. La conversation que Magnus avait eue avec moi et qui avait éveillé la jalousie de Trevor. La façon dont il avait disparu pour parler au chef. La soupe qui m'avait presque tué. Les aveux devant les témoins. C'est incontestable, a déclaré M. Davison, les yeux brillants. Il a avoué devant une salle pleine de gens, y compris le PDG d'une grande entreprise. Nous avons le témoignage du chef concernant votre demande spécifique d'ajouter de l'huile de crabe. Nous avons le témoignage du serveur concernant le fait qu'il a apporté ce bol à votre table. Nous avons des preuves matérielles sous la forme de la soupe elle-même. Et nous avons Magnus Thorne comme témoin de votre urgence médicale et de son intervention immédiate. Je veux les déclarations sous serment du chef Bastien et d'Andy, ai-je dit, ma voix endommagée à peine au-dessus d'un murmure. Par écrit, authentifié, avant qu'il n'ait la possibilité d'être influencé par ma famille ou par qui que ce soit d'autre. Considérez que c'est fait, a déclaré M. Davison. Je les aurai dans les 48 heures. Et je veux un rapport médical complet documentant chaque blessure. Les lésions à la gorge, la tension cardiaque, le traumatisme psychologique, tout. C'est déjà fait. L'hôpital coopère pleinement. Je l'ai regardé fixement. Je veux qu'il soit détruit, M. Davison. Pas blessé. Pas humilié. Détruit. Je veux qu'il perde tout ce qui lui est cher. Sa carrière, son argent, sa réputation. Je veux que ma famille comprenne exactement de quoi son fils chéri est capable. Et je veux que tout soit fait légalement, proprement et complètement. Monsieur Davison sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire d'un prédateur qui venait d'apercevoir sa proie. Combien demandons-nous? 1 200 000 $, ai-je répondu sans hésiter. C'est suffisant pour le ruiner financièrement, mais pas au point de paraître irréaliste pour un médiateur. Cela couvre mes frais médicaux, ma perte de revenus, ma douleur et ma souffrance, ainsi que le coût des soins psychiatriques. Et c'est suffisamment bas pour qu'il pense s'en tirer à bon compte. Vous y avez bien réfléchi. Je n'ai eu que du temps pour y réfléchir, ai-je répondu. Et encore une chose, je veux que cela se règle par médiation, pas devant les tribunaux. Les tribunaux prennent trop de temps, et je veux que cela se fasse rapidement. 3 semaines à compter de ce soir. Pouvez-vous vous en occuper? Pour 1,2 million dans une affaire évidente? La défense va sauter sur la médiation. Ils seront terrifiés à l'idée de ce qu'un jury pourrait accorder. Eh bien, ai-je dit, parce que mon silence n'est pas un pardon. C'est une stratégie. Monsieur Davison s'est levé, fermant sa tablette. Votre cousin a essayé de vous tuer, Monsieur Miller. Il mérite tout ce qui lui arrive. Il a essayé de me rabaisser, ai-je corrigé silencieusement. Il a essayé de me rendre petit, de me rendre faible, de prouver que je n'étais rien. C'est encore pire que d'essayer de me tuer. Parce qu'il voulait que je survive à cela, il voulait que je vive avec l'humiliation. Je me suis adossé contre les oreillers de l'hôpital, soudainement épuisé. Au lieu de cela, ai-je poursuivi, il va apprendre ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui passe sa vie à travailler avec des choses fragiles mais précieuses. On apprend à les protéger. On apprend à les réparer. Et on apprend à éliminer tout ce qui les menace, complètement, définitivement et sans pitié. Mon avocat est sorti avec ses ordres de marche. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant que je me remettais chez moi, il a travaillé comme un possédé. Il a obtenu les déclarations sous serment du chef Bastien et d'Andy. Il a rassemblé des dossiers médicaux et des avis d'experts. Il a constitué un dossier absolument accablant. Et ma famille? Il pensait que je guérissais. Il pensait que je surmontais le traumatisme. Il pensait que je décidais si je devais pardonner et oublier. Ma mère m'a envoyé des fleurs, des bouquets coûteux que j'ai immédiatement donnés à l'hôpital. Mon père m'a appelé 2 fois, laissant des messages décousus sur le fait de ne pas laisser cela déchirer la famille. Et Trevor m'a envoyé un SMS. On peut discuter? Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Mon silence n'était pas un pardon. C'était le calme avant la tempête. C'était le moment où l'on retient son souffle et où l'on vise soigneusement. Parce qu'on n'a qu'une seule chance. Au cours de ces 2 semaines, j'ai découvert quelque chose d'intéressant à propos de Trevor. Il était retourné au travail comme si de rien n'était. Il racontait à ses collègues que j'avais exagéré,
un petit incident alimentaire. Que toutes les familles ont des drames, mais que tout était en train de se régler. Il publiait même des photos sur les réseaux sociaux de son nouvel appartement de luxe, que sa promotion lui avait permis d'acquérir. Il croyait sincèrement qu'il s'en était tiré. Que la famille couvrirait tout. Que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit de significatif à ce sujet. Trevor m'a toujours sous-estimé. Quand nous étions enfants, lorsqu'il m'a convaincu de monter sur ce toit, il pensait que j'accepterais simplement la chute et la culpabilité. Lorsqu'il m'a fait mentir sur ses notes, il a supposé que j'accepterais la punition en silence. À chaque fois, il créait des situations où je payais le prix de ses erreurs, et j'avais toujours gardé le silence pour préserver la paix familiale. Mais frôler la mort change une personne. Surtout quand on se rend compte que quelqu'un qui était censé vous protéger a délibérément orchestré votre quasi-destruction. Les liens émotionnels qui me retenaient à ces schémas familiaux toxiques se sont rompus comme des cordes pourries. Je n'étais plus le petit cousin qui encaissait les insultes et assumait la responsabilité. J'étais quelqu'un qui avait frôlé la mort et décidé que survivre ne suffisait pas. Je voulais réparation. Je voulais des conséquences. Je voulais que tout ce qu'il avait utilisé pour me faire du mal se retourne contre lui. Si vous vous demandez comment quelqu'un peut transformer le moment le plus vulnérable de sa vie en fondement d'une victoire totale, ne vous arrêtez pas de regarder maintenant, car la médiation qui allait suivre allait révéler que Trevor avait sous-estimé non seulement ma détermination, mais aussi ma capacité à transformer un traumatisme en précision chirurgicale. Et lorsque M. Davison m'a appelé le 19e jour pour m'annoncer que la médiation était prévue pour le 21e jour, exactement 3 semaines après l'incident, j'ai souri pour la première fois depuis l'empoisonnement. « Parfait », ai-je murmuré au téléphone, ma voix encore enrouée mais qui reprenait des forces chaque jour. Nous allons en finir avec ça. La médiation devait avoir lieu dans une salle neutre du centre-ville. Trevor viendrait avec son propre avocat, s'attendant probablement à une négociation amicale entre membres d'une même famille, peut-être à des excuses qui nous permettraient de passer à autre chose. Il n'avait aucune idée que j'avais passé 3 semaines à monter non seulement un dossier juridique, mais aussi un dossier complet sur chaque forme de manipulation, chaque cas de violence psychologique, chaque fois qu'il avait utilisé la dynamique familiale pour échapper aux conséquences. La tentative d'empoisonnement n'était pas un incident isolé, mais l'aboutissement de décennies de comportements qui avaient finalement franchi la ligne rouge pour devenir une tentative de meurtre. Pour la première fois de ma vie, Trevor Miller allait faire face à de réelles conséquences. Et j'allais être l'architecte de chacune d'entre elles. La salle de médiation sentait le mobilier ciré au citron et le désespoir. C'était l'un de ces espaces corporatifs conçus pour paraître neutres. Murs beige, longue table en chêne, chaises en cuir qui grinçaient quand on bougeait. Le genre de pièce où les carrières meurent en silence. Je suis arrivé en avance avec M. Davison. Trevor est arrivé avec 12 minutes de retard, bien sûr. Même maintenant, il ne pouvait pas résister au jeu de pouvoir qui consistait à faire attendre tout le monde. Il portait un costume gris tourterelle qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, les cheveux tirés en arrière dans ce style qui criait « cadre en pleine ascension ». Ce qui m'a le plus retourné l'estomac, c'est son expression. Ce regard soigneusement répété de remords, les yeux légèrement plus ouverts que la normale, les lèvres serrées dans une détresse feinte. J'avais vu ce visage 1000 fois en grandissant. « Joe », commença-t-il, sa voix se brisant parfaitement. « Je veux que tu saches à quel point je suis désolé. Je te jure que je pensais juste que tu aurais une éruption cutanée ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais voulu que ce soit aussi grave. » Monsieur Davison ouvrit son porte-document. Le cliquetis du verrou résonna comme le marteau d'un juge. « Monsieur Trevor, » dit-il en s'adressant à mon cousin avec une froideur clinique. « Vous travaillez dans les relations publiques. Vous avez bâti votre carrière en comprenant l'optique, en manipulant les récits, en sachant exactement comment les actions seront perçues. Ce qui signifie que vous êtes trop intelligent pour ne pas faire la différence entre une blague et une tentative de meurtre. » Trevor pâlit. « Nous avons la déposition du chef Bastien confirmant que vous avez spécifiquement demandé de l'huile de crabe dans la soupe de votre cousin, » poursuivit M. Davison en faisant glisser des documents sur la table. « Nous avons la déposition d'Andy confirmant que vous avez personnellement veillé à ce que la soupe soit livrée chez Joe. Nous avons des rapports toxicologiques confirmant la présence de protéines de fruits de mer dans l'organisme de Joe à des concentrations compatibles avec une contamination délibérée. » Il sortit un autre document, puis un autre. « Nous avons vos SMS au chef Bastien 3 jours avant le dîner, lui demandant quels ingrédients pouvaient provoquer une réaction allergique. Nous avons votre historique de recherche sur Internet, quelle quantité de fruits de mer provoque une réaction allergique, comment cacher de l'huile de crabe dans une soupe, symptôme d'une réaction allergique grave. » Chaque preuve tombait comme une pierre dans l'eau. Trevor secouait frénétiquement la tête. « Non, ce n'est pas, je ne voulais pas dire. » « C'était prémédité, » a déclaré M. Davison,
ce qui va bien au-delà de l'imprudence dangereuse. Le bureau du procureur a indiqué qu'il poursuivrait les accusations d'agression aggravée avec intention de causer des lésions corporelles graves. Compte tenu des preuves de préméditation, vous risquez 8 ans dans une prison d'État. Mon père a retrouvé sa voix. Combien? Monsieur Davison m'a regardé. J'ai fait un petit signe de tête. 1 200 000 $. Le chiffre est resté suspendu dans l'air comme une lame de guillotine. C'est fou, a explosé Trevor, perdant complètement son sang-froid. Je n'ai pas cette somme. Personne de notre âge ne l'a. Vous possédez un appartement à Riverside Heights, évalué à environ 400 000 $, a récité M. Davison sans regarder ses notes. Vous avez des bijoux, un véhicule, des comptes d'investissement. Vos parents ont des fonds de retraite, des biens immobiliers. Il s'est penché en avant. L'alternative est la prison, un casier judiciaire et une responsabilité civile qui peuvent vous suivre pendant des décennies. Cet accord comprend une décharge complète de responsabilité et un accord de confidentialité qui protège votre réputation. Vous conservez votre liberté et le peu de dignité qui vous reste. Ma mère porta la main à sa bouche. Mon père fixait la table. Trevor me regarda. Il me regarda vraiment. Peut-être pour la première fois de notre vie. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il. Je l'ai regardé dans les yeux, sans ciller. Je peux. Je le fais. Il a fallu 45 minutes de négociation. Mon père essayait de faire baisser le montant, ma mère pleurait, Trevor oscillait entre la colère et le désespoir. Mais au final, le calcul était simple. 1 200 000 $ ou 8 ans de prison. Ils ont signé. J'ai regardé la main de Trevor trembler, tandis qu'il posait son stylo sur le papier. La signature soignée qui avait probablement orné un millier de documents de relations publiques le liait désormais à la ruine financière. Quand il eut terminé, quand les papiers furent rassemblés, Trevor me regarda une dernière fois. « Je suis ton cousin », dit-il d'une voix creuse. « Non, ai-je répondu en me levant et en prenant mon manteau. Vous êtes quelqu'un qui a essayé de me tuer. Il y a une différence. » Je suis sorti de cette pièce beige, de ce bâtiment, vers la lumière du soleil de l'après-midi qui semblait être une absolution. Derrière moi, j'ai entendu ma mère pleurer. J'ai entendu la voix de mon père, désormais en colère, prononcer mon nom comme une malédiction. Je ne me suis pas retourné. Alors que je marchais sur le trottoir, mon téléphone a sonné. Monsieur Davison. Le premier paiement est dû dans 2 semaines, a-t-il dit. Vont-ils respecter leur engagement? J'ai souri pour la 2e fois depuis l'empoisonnement. Ils vont respecter leur engagement. Trevor accorde trop d'importance à sa liberté pour risquer la prison. Ce que je n'ai pas dit à M. Davison, ce que Trevor ne saurait jamais, c'est que Magnus Thorne m'avait proposé un emploi la veille au soir. Directeur de la préservation culturelle pour Thorne Global. Salaire de 300 000 $ par an. Trevor avait tenté de me détruire lors d'une fête célébrant sa promotion de 50 000 $. La vengeance la plus douce ne serait pas seulement sa ruine financière. Ce serait de bâtir un empire sur les cendres de son arrogance. 2 ans plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Magnus Thorne. Joe, j'ai quelque chose d'intéressant à te raconter. Trevor est venu à mon bureau aujourd'hui pour demander un emploi. Je me suis interrompu au milieu de la révision des contrats de préservation de la Bibliothèque du Congrès, mon nouveau projet en tant que directeur de la préservation culturelle chez Thorne Global. Il ne savait pas que tu travaillais ici maintenant, a poursuivi Magnus. Il était désespéré. Il a perdu son appartement, il vit chez ses parents, il fait des petits boulots pour 500 $. Quand j'ai mentionné ton nom en tant que directeur, son visage, eh bien, il en a dit long. J'ai fermé les yeux et je n'ai ressenti que de la paix. Pas une satisfaction vengeresse, mais la tranquillité profonde de quelqu'un qui avait transformé un traumatisme en objectif. Que lui avez-vous dit? Que les postes chez Thorne Global exigent une intégrité absolue, et qu'une tentative de meurtre ne remplit pas cette condition. Au cours des mois suivants, j'ai appris que Trevor avait déménagé dans une petite ville et travaillait dans une imprimerie locale. Certains diront qu'il en a payé le prix. Je dirais qu'il a enfin appris ce que sont les conséquences. Mon entreprise de préservation historique vaut désormais 5 millions de $. Je travaille avec des manuscrits qui ont survécu à des siècles, des documents fragiles qui nécessitent des soins méticuleux pour être restaurés dans leur splendeur d'origine. J'ai appris que les gens sont comme ces manuscrits anciens. Certains ont une valeur intrinsèque qui peut être restaurée avec patience et précision. D'autres sont tellement corrompus par le temps et la négligence que la seule option est de préserver ce qui reste et de passer à autre chose. La différence réside dans la capacité à reconnaître les uns des autres. Trevor a essayé de me détruire lors d'un dîner chic, pensant qu'une blague cruelle prouverait sa supériorité.
Au lieu de cela, il m'a involontairement donné le catalyseur pour construire une vie au-delà de ses pires cauchemars. La véritable vengeance n'a pas été sa ruine financière. Ce fut de découvrir que, sans sa toxicité empoisonnant mon existence, j'étais capable de choses extraordinaires. Si cette histoire de transformation d'un traumatisme en triomphe vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment d'autres personnes ont transformé leurs pires expériences en fondation de leurs plus grandes victoires. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Trevor, il apprenait encore à vivre avec un budget serré. Moi? Eh bien, je viens de signer un contrat pour restaurer les archives personnelles de Thomas Jefferson. Certaines personnes apprennent à travers la douleur. D'autres choisissent de grandir à travers un objectif. Faites le bon choix. Ручной клади колющей, режущей жидкости больше 100 мл. Покажите ручную, пожалуйста. Так? 3 литра. Ваш выход на посадку номер 21 прямо за стеклянным. Приятного полета. Спасибо. Идем дальше. Дай паспорт. Вы посадочный. Так, Ну а всё, как полетели, посадочный паспорт. увидеть? Чей? Тут написано. Где мой билет? Комина Наталья вроде. А, вот же написано. Тут Мое. дай. Вот дай, это мой. Дай. Смотрите, какие места. Выход, класс. Место 11С. Свободные стойки по одному. На первый день, пожалуйста. Здравствуйте. Паспорт. Спасибо. Так, проходим дальше. О май гад. Что, дальше идем? Билет. У меня 11С. А, все в одном месте летим. В этот раз я возле окна. Тогда вот с Иванова. Где этот возьми? Хватит открывать. Май гад. Идем дальше. Что тут вообще происходит? Ну, кайфую. Так. Он был в черную. Черный. Сюда что положить? Ноутбук? Да, ну. Можно в одну уложить? Вещи туда же? Да, я разумею. Да, это мой. Хорошо.
Идеально. Телефон сюда же? Куда телефон? Положи с вещами. Так, я лучше поставлю.